bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans Bola Latina, le podcast 100% football latino de la rédaction de Lucarno Posé. Comme d'habitude, je vous encourage à continuer d'interagir avec nous sur Facebook, Twitter, YouTube et tous les réseaux sociaux où l'on se trouve. Et bien entendu, je vous encourage également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts Culture Soccer, Efrika ou bien FC Corner. Voilà déjà un bout de temps que le second numéro de Lucarno Posé Magazine est disponible sur notre site, mais on le rappelle, foncez vous le procurer. Un dossier football féminin sauce Lucarno Posé, une rétro 1984, des tas d'histoires et de culture foot au programme, ça en vaut la peine, je vous l'assure. Vous le sentez ce parfum là ? Eh oui, c'est le mondial qui approche, plus que quelques mois à attendre. Hein. Aujourd'hui on vous emmène en tout cas faire le tour des qualifiés de Bola Latina qui se sont tous livrés à cet exercice préparatoire printanier avec plus ou moins de réussite. Mais avant d'attaquer tout cela, on se dérouille les méninges avec les noticias. Mais rapidement, il y a du monde derrière. Des nouvelles des Estadois brésiliens dont on vous rebâche les oreilles depuis quelques épisodes avec Marcelin Chamoin. Du côté de Rio, on vous le disait, tout allait au mieux pour Flamengo qui roulait sur son championnat et puis patatras. Le Mengon a calé en demi-finale de Taça Rio, laissant Fluminense et Botafogo se disputer un trophée qui tombera finalement dans l'escarcelle du tricolore de Laranjeiras, c'est-à-dire Fluminense. Pire, rebelote pour la grande phase finale où Flamengo s'est incliné d'un petit but face au Fogon en demi. Rien ne va plus chez les rouges et noirs. Comme prévu, le Paulistan nous a réservé pour sa part des demi-finales de standing avec un Santos Palmeiras et un São Paulo Corinthians des plus alléchants. Score de parité, un but partout au terme des matchs aller et retour, cette histoire a donc finalement abouti sur des séances de pénalty dont sont sortis vainqueurs Palmeiras et Corinthians. La finale attendue aura donc bien lieu. En attendant, São Paulo avait, par erreur sans doute, rendu publique la page internet de mise en vente des billets pour une finale contre Palmeiras juste avant leur match retour face au Timão. Ça la fout mal. Dans le Rio Grande do Sul, ce seront le Grêmio qui a retrouvé des couleurs et Brasil de Pelotas, la belle surprise du gauchon, qui détermineront le vainqueur de l'Estadual sudiste. Enfin, rien de bien surprenant en Termineira, où le Cruzeiro et l'Atlético Mineiro en découdront en finale. On notera tout de même la fâcheuse blessure de Frege côté Raposa. Les croisés à 34 ans, ça sent les adieux précipités pour l'ancien Gone. En Équateur également, la trêve internationale n'a pas stoppé le championnat local. Le quatuor Barcelona, Independiente del Valle, LDU et Emelec continuent son échappée, bien que les derniers cités aient perdu du terrain suite à leur défaite face à LDU à domicile. Un inside exclu Lucarno Posé à lire sans plus attendre sur notre site. Et puis tiens, ça me fait penser qu'on a laissé de côté l'Équateur jusqu'ici, il faudrait y remédier. Allez, point trop d'infos, question brève pour aujourd'hui, il y a du pain sur la planche maintenant, et l'on commence par se pencher sur les deux plus mauvais élèves du football latino lors de cette trêve. Enfin, les latinos qualifiés pour le mondial en tout cas. On parle bien sûr de l'Argentine et du Panama. Et l'on rejoint donc tout de suite Nico pour parler de l'Albiceleste Argentina et aussi du Panama. On va parler un petit peu du Panama avec Nicolas. Déjà, comment vas-tu Nico ? Écoute, ça va bien, et toi ? Bien, moi ça va très bien. Je pense que je vais le répéter beaucoup de fois aujourd'hui sur ce podcast. Ah ouais, je pense que j'aurai plusieurs intervenants, mais bon. Voilà, chers auditeurs. À la fin, les gens sauront que tu vas bien. C'est ça. Et pour la petite information, en fait, c'est parce que je commence par Nicolas. Nicolas est le premier que je suis en train d'enregistrer. Voilà. Eh bien, écoute, je te propose donc avec toi, on va s'attaquer à deux nations qui aiment le tennis, puisqu'elles ont chacun pris un set. L'une contre l'Espagne, l'autre contre la Suisse. Mais commençons par le plus gros morceau, le bife chorizo. Commençons par l'Argentine, qui a
une victoire, qui a obtenu une victoire plus ou moins probante contre une Italie somme toute un peu malade, voire complètement malade, et qui s'est pris un set de tennis énorme contre l'Espagne, 6-1, en craquant totalement en seconde mi-temps. Eh ben écoute, on va commencer par là, parce que cette victoire contre l'Italie, on peut peut-être en parler, mais voilà, c'est une Italie malade. Mais ce 6-1 contre l'Espagne à 3 mois du mondial, que passo? Ouais, voilà, que passo. C'est de toute façon le match que tout le monde va retenir, hein, parce que tu l'as dit, oui, il y a eu une victoire contre l'Italie, mais oui, l'Italie, elle est en totale reconstruction, donc c'est compliqué de vraiment savoir, de poser un référentiel valable pour l'Argentine, justement dans sa campagne et dans sa conquête mondiale, parce qu'on rappelle que les Argentins, quand même fidèles à leurs habitudes, se voient déjà champions du monde. En tout cas, souvent dans les médias et évidemment forcément auprès des supporters, mais ça c'est normal les supporters, mais dans les médias, les témoignages d'anciens, de spécialistes, de machins affluent pour dire que l'Argentine sera championne du monde. Donc son match référence, c'était censé être face à l'Espagne. Bah, la référence, voilà, tu l'as dit, c'est un set de tennis et ça fait très très mal. Et c'est à double tranchant, je dirais, parce que d'un côté, ça n'a fait qu'exposer ce que l'on sait depuis des mois et des mois et des mois et des mois. Ça l'a vraiment fait exploser au grand jour. D'un autre côté, Alors voilà, qu'est-ce qu'on fait depuis des mois? qu'est-ce qu'on sait? On sait que cette équipe-là, on sait que Sampaoli arrive avec une idée de jeu. Ça, c'est une certitude. On connaît tous Sampaoli. On sait ce qu'il a fait partout où il est passé. Il a une idée très précise. Mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'il n'est pas capable de mettre les hommes qu'il faut au poste qu'il faut pour mettre en place le jeu qu'il a en tête. C'est hyper paradoxal parce que normalement, si tu as une vraie vision de la chose, et ben normalement, tu sais quel profil colle. Et on a vu les mêmes choses que d'habitude. On a vu une Argentine qui essaye de jouer. Alors bon, on va tout de suite évacuer l'aspect il n'y avait pas Messi. D'accord, il n'y avait pas Messi. Ok. Évidemment, quand il y a Messi, c'est pas la même Argentine. Oui, mais là, sans Messi, enfin, je veux dire, entre l'Argentine avec Messi ou l'Argentine sans Messi, tu dois pas passer une équipe de Ligue des Champions à une équipe de CFA 2, quoi. Et c'est un peu ce qui se passe. Donc, ce qu'on sait, c'est que cette équipe-là n'est pas équilibrée, que beaucoup de joueurs ne correspondent pas au profil qu'il faut. Je pense par exemple à derrière, où Sampaoli passe son temps à nous expliquer qu'il veut construire des bases arrières, qu'il veut des joueurs capables de construire des bases arrières, et il est capable de mettre des Marcos Rojo, des choses comme ça. C'est juste pas possible. Il cherche encore son système. Là, par les deux derniers matchs, donc face à l'Italie et face à l'Espagne, on a dit au revoir à la défense à 3, on est passé à la défense à 4, qui est censée apporter de la sécurité. On avait beaucoup de sécurité face à l'Espagne, hein. Et donc, on sait que les joueurs qui sont à ces postes-là ne sont pas les joueurs qu'il faut. Je pense au milieu, là, par exemple, contre l'Espagne, quand tu mets côte à côte Mascherano et Biglia, voilà, je suis désolé. Quand tu mets en place un système où tu veux une équipe joueuse, où tu veux où tu mets en place un 4-2-3-1 qui doit être très offensif, capable de générer du jeu, d'être rapidement dangereux, tu ne peux pas mettre Mascherano et Biglia côte à côte. Biglia, je ne sais pas à quoi il correspond, je ne sais pas comment Biglia fait pour résister. Il est tout le temps là, quelles que soient les sélections, quels que soient les sélectionneurs, il est là. Je ne sais pas pourquoi. Il n'est jamais performant en équipe d'Argentine, mais il est toujours là. Donc, normalement, l'idéal, c'est de mettre un vrai gratteur de ballon et de mettre un vrai relanceur, un vrai joueur capable de créer. Je pense, par exemple, et ça, on l'a vu un petit peu face à l'Italie, un joueur comme Banega peut reculer d'un cran et se mettre à côté d'un Mascherano. Et là, on est dans une optique à la Sampaoli. Je rappelle, par exemple, quand il était au Chili, qu'il avait Marcelo Diaz et Charles Aranguiz. Voilà, ces deux-là étaient côte à côte. Je l'ai cité, ouais. Bah ouais, c'est ça. Tu peux les trouver, ces profils-là, en Argentine. Voilà, on les a, il y en a. Et devant, il faut leur mettre un vrai 10. Dans un 4-2-3-1, il faut un 10. Contre l'Espagne, on a eu Banega en 10. Voilà, quoi. Des 10, il en avait un sur le terrain. Maxi Mezza, c'est un numéro 10. À Independiente, il joue dans l'axe. Il est vraiment le meneur de jeu de l'équipe. Là, il s'est retrouvé sur un côté à manger la ligne de touche. C'est pas son profil. Voilà. C'est pas son rôle, c'est pas son jeu. Donc voilà, il avait les hommes qu'il fallait, hein. Lo Celso pouvait jouer 8 et Maxi Mezza devant lui en 10. Alors oui, on a vu des choses, on a vu des moments de jeu intéressants. Mais ça fait des mois qu'on voit des moments de jeu intéressants pour l'Argentine. Sauf qu'on ne voit jamais un match complet et on voit surtout une équipe totalement déséquilibrée qui ne sait pas où elle va, hein, tout simplement. C'est ce que j'allais dire, parce que quand on regarde alors moi personnellement, je n'ai pas vu le match, j'ai vu un gros résumé, on va dire, de ce match face à l'Espagne.
Donc évidemment, je n'ai pas toutes les phases de jeu mises bout à bout, donc ça diffère toujours. Je n'ai que les grosses actions, ou voire des actions. Et ce que je constate quand même, c'est que dans les 45 premières minutes, l'Argentine n'est pas si perdue que ça. Et il y en a quelques actions. De là à dire qu'elle fait jeu égal avec l'Espagne, je ne sais pas, mais en tout cas, elle n'est pas totalement perdue. Et c'est en seconde mi-temps qu'elle lâche prise. Ouais, je suis d'accord, ça se délite totalement au fil des minutes, mais on le voit à chaque match. Je ne sais pas si tu te souviens pendant la campagne de qualification, je pense par exemple au match face au Pérou. Au match face au Pérou, à la Bombonera, le Pérou prend un orage pendant la première moitié de la première mi-temps, on va dire à peu près. Et au fur et à mesure du match, que les minutes défilent, eh ben on sent que l'Argentine elle va pas y arriver, que on sent que voilà, ça part un peu à volo, les prémices de certaines phases de jeu qui étaient intéressantes, on commence à plus les voir. Ça finit par très souvent, des performances individuelles qui vont, ou des fulgurances, voilà, c'est le mot que je cherchais, des fulgurances qui vont créer des occasions. Mais on sent qu'au fur et à mesure que les minutes avancent, eh ben, ça baisse, et au final, ça ne sait plus où ça va. On l'a vu face au Pérou, on l'avait vu même face au Venezuela. Hein, je parle des matchs de qualif. Et face au Pérou, il y avait Messi. Et c'était le même problème. Alors, Messi passe son temps à tout faire dans cette équipe. Quand il est là, on l'a vu en Équateur. Hein, c'est lui qui qualifie l'Argentine en Équateur. Il ne faut pas le dire autrement. Ce n'est pas le collectif argentin qui qualifie l'Argentine. C'est Lionel Messi. Point. Est-ce que, enfin voilà, c'est ce que j'explique dans l'article du jour, hein, c'est-à-dire que sur Hello, c'est-à-dire que le plan de l'Argentine, c'est Messi, mais il n'y a pas de plan B. Et collectivement, on a la sensation qu'elle n'est pas capable d'avoir un plan B. Donc c'est problématique. Et pour terminer avec l'Argentine, moi je vois là devant moi sur mon petit papier, je ne vois pas de matchs amicaux avant le début de la compétition. Si, on en a 2 pour l'instant de prévus et voilà, tu vois, c'est pareil. Parce que on parle tous, on dit tous, ouais, mais Sampaoli, il est en train de construire, on voit des choses qui s'installent. Je veux pas être méchant, la Coupe du Monde, c'est dans moins de 80 jours. On construit pas à moins de 80 jours de la Coupe du Monde. Et l'Argentine, pour l'instant, elle a 2 matchs amicaux. Et alors attention, parce qu'en face, ça va être des foudres. C'est pas mon genre hein, de vouloir dénigrer des équipes, c'est pas mon trip. Mais bon, match de préparation de l'Argentine avant la Coupe du Monde, c'est la Bolivie qui vient de perdre contre Curaçao, et c'est Israël. Voilà, je veux pas être méchant, hein, mais voilà, on sait très bien ce que ça va donner face à la Bolivie. Oui, 2 équipes dont on sait actuellement qu'elles sont à l'image de l'Italie, et en plus c'est pas l'Italie, qu'elles sont complètement en reconstruction. La Bolivie a fait des éliminatoires proches du catastrophique, elle est en totale reconstruction. Israël il me semble, a fait des éliminatoires vraiment pas fameux non plus. Ils ont été mis hors course relativement tôt, donc oui, c'est un peu particulier. Voilà. Donc ça, c'est pour l'instant ce qui est au planning de l'Argentine en match amicaux avant la Coupe du Monde. Il y a des rumeurs comme quoi il y aura peut-être un match du côté de Barcelone. Alors c'est pareil, c'est très drôle. Ça serait face à une sélection de Catalogne, il me semble. Enfin, c'est pas au niveau. Je veux pas être méchant, mais c'est pas au niveau. Et le souci, ce qui est inquiétant pour l'Argentine, c'est pas qu'elle montre qu'elle a des intentions, qu'il y a des prémices de choses intéressantes à voir. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il lui reste 2 matchs avant la Coupe du Monde. Voilà, c'est juste ça le problème. Si Sampaoli avait, comme avec le Chili, avait 2-3 ans pour construire, évidemment, dans 2-3 ans sous Sampaoli, cette Argentine-là, elle sera monstrueuse. Elle n'a pas 3 ans, elle a 80 jours. Et là, voilà quoi. Et là, ça va être très compliqué. Donc, on rappelle l'Argentine qui est dans le groupe de l'Islande, de la Croatie et du Nigeria, de groupe absolument pas facile. Donc, surtout si tu n'es pas en forme. À la rigueur, si tu es une Argentine en forme, tu dois sortir du lot, mais l'Argentine, en l'état actuel des choses, Islande, Croatie, Nigeria, c'est tout sauf un cadeau. Eh bien, écoute, on va passer au Panama, qui lui n'a même pas la chance d'avoir le potentiel de l'Argentine, d'avoir l'expérience de l'Argentine. Panama qui joue son premier mondial et qui semble, depuis son historique qualification, qui semble complètement dans le dur, puisque après avoir perdu face au Danemark, mais pas une grosse défaite, apparemment ils se sont pas trop mal défendus, le Danemark ne gagne que d'un but. Ils ont complètement craqué face à la Suisse, 6-0. Et pour le coup, autant les Argentins ont craqué sur une mi-temps, autant le Panama, ils ont craqué sur 90 minutes. Donc, le Panama jouera ensuite, donc ils ont encore après 2 des matchs amicaux contre l'Irlande du Nord et contre la Norvège juste avant le mondial. Ils se retrouvent dans le groupe de la Belgique, de l'Angleterre et de la Tunisie. Le Panama, on pouvait avoir quelques espoirs de montrer quelque chose d'intéressant quand on voyait leur parcours en éliminatoire.
Mais là, quand on voit leurs amicaux depuis, c'est très effrayant. C'est extrêmement effrayant. Tu l'as dit, la différence entre Panama et l'Argentine, c'est que l'Argentine peut inquiéter. En Coupe du Monde, c'est l'Argentine. Il y a un héritage, une habitude qui fait qu'on peut avoir peur pour l'Argentine. On se doute quand même qu'elle va au moins passer le premier tour parce que c'est l'Argentine. Panama n'a pas cet héritage-là, n'a pas ces habitudes-là. Donc, quand ils vont arriver à la Coupe du Monde, il va falloir rajouter ce qu'on appelle, ce qu'on dit assez régulièrement, ce qu'on appelle la charge émotionnelle qui est une Coupe du Monde et la pression que ça génère. Et ce que vient de montrer Panama face au Danemark ou face à la Suisse, c'est au-delà de l'inquiétant. On a vu dans les deux cas, j'ai envie de dire ce qu'on n'a pas envie de voir de Panama. Ils sont arrivés pour jouer à 10 derrière. Ils n'ont absolument rien proposé. Alors, ouais, face au Danemark, ils perdent d'un but, sauf qu'ils ont tiré 3 fois au but dans le match. Ils ont touché le ballon genre 30% du temps. Ils n'ont juste pas existé du match. Face à la Suisse, ça a volé en éclats de partout et dès le départ. Ils en prennent 6, mais parce que la Suisse fait la deuxième mi-temps main dans les poches. Enfin, ils se sont cousus des poches dans les shorts parce que c'était trop facile. Et voilà, c'est extrêmement inquiétant. On a vu, alors je ne sais pas si tu te souviens, mais on a vu ce que Panama a été capable de faire dans ses pires moments, notamment par exemple quand ils avaient joué l'Argentine lors de la Copa América Centenario, c'est-à-dire essayer de défendre. Ils en avaient pris 5. On a vu ce qu'ils ont fait contre les États-Unis quand ils avaient joué un match couperé aux États-Unis. Pareil, ils s'étaient dit on va bétonner et puis on ne sait pas sur un malentendu. Ils en avaient pris 4. Panama ne sait pas défendre. Panama, on les suit depuis plusieurs années. On sait que c'est une équipe qui sait jouer au football. On a vu quelques. Alors c'est pareil, tiens, tu vois, je vais te dire comme pour l'Argentine, on a vu quelques prémices d'enchaînement, par exemple face à la Suisse. On a vu 2-3 occasions qui étaient sympathiques et qui étaient bien construites. Mais on n'a vu que ça. Alors le sélectionneur Bolillo Gomez a l'air satisfait. Bon, écoute, si tu es satisfait. Très bien. Bah écoute, on se revoit au mois de juin alors. Ça va être bien. Ça a l'air de leur. Je vais pas dire de leur convenir parce que ça peut pas te convenir quand on prend 6, mais voilà, il a tenu des propos il dit que ça fait 3 mois qu'ils s'entraînent, qu'ils imaginaient quand même pas. Voilà, si on revenait en arrière quand même, s'imaginer aujourd'hui voyager en Europe pour préparer une Coupe du Monde, c'est énorme. Et que l'important c'était d'être digne. Alors ça, c'est ce qu'il a dit après le match face au Danemark. L'important c'était d'être digne. Je ne sais pas si on peut dire qu'ils ont été très dignes face à la Suisse. Alors, je dénigre pas la Suisse, je connaissais pas la Suisse, je les ai jamais vus jouer. C'est très solide, franchement, la Suisse, c'est intéressant. Mais bon, quand même, quoi. Tu prends pas un set de tennis face à la Suisse. Et encore, vraiment, parce que la Suisse n'a pas forcé en deuxième mi-temps. Donc, j'espère une chose pour Panama, c'est que déjà, ça va réveiller tout le monde parce que tu l'as dit, il y a eu l'euphorie. On les a tous vus poster des photos, des vidéos, des machins. Vamos al Mundial, blablabla. On devient des rockstars. Je pense à Roman Torres qui a fait un match dégueulasse face à la Suisse. Voilà. Il avait l'air de peser un quintal. Ouais, même un quintal et demi. Alors d'habitude, il fait presque un quintal, mais là, il est pas loin du quintal et demi. Pour le coup, cette fois, j'ai regardé une partie du match. Puis j'ai zappé parce que c'était plus très intéressant. Mais oui, on aurait dit qu'il pesait des tonnes, le Torres. Mais oui, mais en fait, je trouve que c'est une équipe qui gagne, qui a fait tout son succès sur sa fraîcheur et sur justement son ambition, sur le fait de sa capacité à oublier qu'elle est en théorie une petite nation du football, une petite équipe. Et du coup, à venir jouer les troubles faits et absolument pas à assumer ce statut de petit pousset. Et on dirait que, voilà, quand tu parles de charge émotionnelle, moi, ce que j'ai eu l'impression en voyant ce match face à la Suisse, c'est qu'elle était déjà là, en fait, la charge émotionnelle. C'est qu'on avait vraiment l'impression que les joueurs étaient déjà en train, qu'ils étaient déjà, inhibés par le mondial alors que celui-ci n'a même pas commencé. Non, je suis d'accord avec toi. La sensation, il y a un danger. Je ne sais pas si c'est ça, mais on a l'impression qu'ils ont fait le plus dur. Dans le sens, waouh, on va à la Coupe du Monde, quoi. Bon, voilà. J'espère juste que ce match-là, parce que le Danemark, c'est vraiment trompeur. Ils perdent que 1-0, ils en étaient satisfaits. Sauf que quand tu regardes le match, quand tu te penches sur ce qu'ils ont fait, je peux même pas dire sur ce qu'ils ont fait dans le match, sur le match, ils n'ont pas existé face aux Danois. Et donc, ils sortent de 2 matchs face à des Européens où ils n'ont pas joué, ils n'ont rien fait, mais rien du tout. Je ne sais pas si c'est vraiment préparé la Coupe du Monde. Mon seul espoir, c'est que cette défaite 6-0, un peu comme pour l'Argentine, mais à un autre degré, ça les réveille. Ça leur dit, il va peut-être falloir se mettre au taf, les mecs. C'est bon, on va à la Coupe du Monde, très bien, on digère, mais maintenant, il faut jouer.
Et on les a vus, on ne cessera de le dire, on les a vus jouer. À chaque fois qu'ils ont trop respecté ou qu'ils ont un minimum oublié leurs principes, ils se sont fait défoncer. J'espère qu'ils vont ne pas oublier ce qu'ils ont fait en Suisse et que ça va leur servir dans le bon sens du terme. Je t'avoue que je suis extrêmement inquiet. J'ai l'impression de voir ce qu'a fait le Honduras en 2014, mais à un degré encore en dessous parce qu'il y a encore moins d'expérience. Très bien, eh bien écoute, j'espère qu'ils entendront ce message, chers Panaméens, soyez insolents et venez taquiner concrètement ces Belges, ces Anglais et ces Tunisiens. Eh bien écoute, merci beaucoup Nicolas. Eh bien, je t'en prie. Et on se retrouve, sur Lucarne Opposée. Oui, je rappelle que les débriefs de toutes les sélections seront disponibles en podcast, mais également sur le site sous forme d'articles écrits, bien entendu. Et on se retrouve, rapidement pour parler, ma foi, je ne sais pas encore, peut-être du championnat chilien. Ça fait un moment qu'on a pas fait sur le championnat chilien. Depuis le temps qu'on le promet. On avait parlé de la Houe, du stade de la Houe. Maintenant, on va faire le championnat. Ciao, Nico. Salut. Si ces deux-là récoltent le bonnet d'âne, il en est 3 autres pour qui ces 2 rencontres ont été synonymes de plein de confiance. C'est le cas pour commencer de l'Uruguay, qui a montré que son talent ne repose pas uniquement sur son duo Suárez-Cavani. Et on prend notre maté sous le bras, notre bon bichat et compagnie, et on rejoint Jérôme. Comment vas-tu, Jérôme ? Très bien, et toi? Avec le thermos, accessoire essentiel, le thermos, parce qu'avec de l'eau froide, c'est beaucoup moins bon. Alors, figure-toi que je crois que c'est au Paraguay qu'ils font du maté comme ça, glacé. Ça ne m'étonne pas des Paraguayens. Voilà, j'étais sûr qu'il y aurait une petite vanne qui irait derrière. Eh ben, écoute, en tout cas, les Paraguayens, les frangins en ouaille de l'Uruguay ne sont pas, eux, à la Coupe du Monde, donc on n'avait rien à préparer. Mais l'Uruguay, la Céleste, avait donc des matchs de préparation, des premiers matchs amicaux. Et elle a choisi, cette Céleste, de jouer une sorte de petit tournoi, le Chinese Cup, en Chine, où elle a rejoint d'autres équipes, 3 autres équipes pour jouer cette petite compétition, en l'occurrence la République tchèque et le Pays de Galles. L'Uruguay s'est imposé 2-0 face à la République tchèque, s'est imposé 1-0 face au Pays de Galles. 2 matchs, j'ai envie de dire, maîtrisés contre 2 nations qui ne sont pas forcément faciles à manœuvrer. C'est une sacrée belle copie qu'ont rendu les Uruguayens. C'est une très belle copie de A à Z, de l'organisation jusqu'au dénouement à la fin. Tout a été bien pensé et bien organisé. Le China Cup a été assumé dès le départ comme un moyen pour la fédération de faire un peu d'argent. C'est une fédération qui n'est pas très très riche, la Fédération uruguayenne de football. La simple inscription leur a rapporté 2 millions d'euros et la victoire $1 million, supplémentaires. Et la sélection a clairement dit que il y avait des moments où il fallait faire des matchs amicaux vraiment préparatoires, comme le match qu'ils vont faire contre le Kazakhstan au mois de juin, qui sera en Uruguay avant la Coupe du Monde. Pour le coup, c'est des matchs qui ne vont rien rapporter, mais qui vont permettre de préparer physiquement pour la Coupe du Monde. Mais que là, la sélection avait besoin la fédération avait besoin d'un petit peu d'argent, donc ils ont demandé au maestro qu'est-ce qu'il souhaitait. Et la China Cup a rentré parfaitement dans ce type de match amicaux face à des équipes qui étaient bonnes, mais pas trop, et qui permettaient, sur des terrains parfaits, de faire un petit peu jouer l'équipe. Bien organisé également parce que le maestro a fait jouer les mêmes équipes à peu près. Il a vraiment essayé d'aligner pas un 11 pour le coup, parce qu'un 10 il y a une différence entre les 2 matchs, mais d'avoir vraiment l'équipe type. Et l'Uruguay a bien rendu, comme tu dis, des belles copies sur les 2 matchs, parce qu'ils ont dominé clairement la République tchèque, qui était pour le coup la plus petite équipe du tournoi, avec la Chine évidemment, mais qui était une petite équipe, disons, dans ce tournoi, qui n'a pas montré grand chose, et un beau match surtout face au Pays de Galles. Voilà, donc une belle victoire qui a réussi à satisfaire tout le monde, donc c'est déjà très bien et idéal à 3 mois de la Coupe du Monde. Alors juste, je sais pas, parce que déjà je me suis trompé avec Nicolas tout à l'heure sur les futurs matchs amicaux, mais moi personnellement j'ai l'Ouzbékistan et pas le Kazakhstan comme match amical avant la Coupe du Monde. Si
C'est une erreur? Oui, non, c'est possible. Tu t'es trompé de stand? Voilà, c'est comme tu disais, les Guay à l'instant pour Paraguay et Uruguay. Voilà, c'est ça. Ça aurait pu être Turkménistan aussi, ça aurait été à peu près la même chose. Tu avais confondu tes stands. Eh bien, écoute, du coup, belle copie et du coup, beaucoup plus de certitude que d'incertitude côté uruguayen. Quelles sont donc les certitudes que Tabarez, que El Maestro Tabarez a pu se forger? Mais les certitudes, elles sont presque toutes là, parce qu'on pourrait presque donner déjà la liste des 23 s'il n'y avait pas le doute sur les blessés. On connaît parfaitement les 3 gardiens avec une hiérarchie claire, puisque c'est Muslera qui sera dans les cages comme il l'est depuis déjà, ce sera sa 3e Coupe du Monde, donc un gardien d'expérience. La charnière, il n'y a aucun doute que ce sera Godin Jiménez si ça compte, pareil, s'il n'y a pas de blessés, toujours. Les surprises sont un petit peu plus sur les latéraux, où Cáceres étant blessé, Laxalt s'est imposé sur le côté gauche, où il a fait 2 bons matchs, en apportant offensivement, alors qu'il est plutôt milieu gauche à la base. C'est ce que j'allais dire. C'est moi ou Laxalt il a été replacé? Parce que moi, j'en ai un souvenir de milieu de Laxalt. Il a été descendu un petit peu, voilà, parce que sinon c'était Cáceres qui pouvait dépanner, mais c'est pas un défenseur, voilà, c'est pas son poste non plus. Il est blessé à l'heure actuelle. Et donc Laxalt a joué à ce positionnement-là sur le match et a plutôt bien, sur les 2 matchs, et a plutôt bien joué et bien fait les choses. Donc c'était plutôt la bonne surprise et la certitude sur l'élément rassurant. Il y a aussi Gaston Silva qui pourrait jouer à ce poste-là comme il l'a fait, mais Laxalt pour le coup apporte plus offensivement. Donc s'il s'entend bien avec les 2 défenseurs centraux, ça pourra le faire comme ça. D'ailleurs, Betancourt, Nandez, Laxalt, De Arrascaeta, c'est un jeune milieu de terrain. Alors oui, c'est un très jeune milieu de terrain pour le coup, parce qu'il n'y a vraiment plus aucun joueur excite la Révalo Rios, les Tata Gonzalez qu'on avait depuis quelques temps et qui ont pour le coup même en club un peu disparu de toute façon. Il y a un vrai changement générationnel depuis quelques temps. Depuis déjà les 2 derniers matchs des éliminatoires, parce que c'est le même milieu qu'on avait vu contre la Bolivie et contre le Venezuela, pour les 2 Bolivie et Venezuela pour les 2 derniers matchs des éliminatoires, avec 2 possibilités, alors soit un milieu à plat avec Nandez à droite, Sebocha Rodriguez à gauche et Betancourt et Vecino au milieu. Soit, donc ça c'était l'opportunité par exemple le 11 qu'il a aligné contre le Pays de Galles. Contre la République tchèque, c'était un milieu un petit peu plus en losange, avec De Arrascaeta derrière, le jeune De Arrascaeta derrière les attaquants, et il a été encore dans la création formidable. Il permet beaucoup plus de créer du jeu, De Arrascaeta, et de donner du liant à l'équipe. Après, c'est vrai que c'est une option qui est un petit peu plus risquée parce que il y a moins de joueurs sur les côtés, notamment au milieu, qui permettent de boucher en cas d'offensive adverse. Donc le Maestro a plusieurs possibilités au niveau de l'organisation du milieu, qu'il a essayé là à nouveau pendant ces 2 matchs. Donc c'est parfait parce qu'il a eu l'occasion de bien huiler la machine. Est-ce qu'il est utile de dire un mot sur Luis Suarez et Di Cavani? Oui, qui sont formidables, tout simplement. C'est que c'est une paire d'attaquants qui pardonnent peu aux défenses, qui même dans un milieu qui ne crée pas, ils ont 2 ballons dans le match, ils vont en marquer 1 forcément. Ils ont été encore une fois merveilleux dans les 2 matchs, parce que même Suarez touche 2 fois la barre 2 fois les poteaux contre le Pays de Galles. Donc c'est l'attaque titulaire sûre, sans aucun doute. On connaît même leurs 2 remplaçants. Donc voilà, c'est vraiment il y a vraiment beaucoup de certitude dans cette équipe, et évidemment l'attaque en est une, et elle le serait dans n'importe quel pays. C'est 2 attaquants de classe internationale. On n'en doute pas, c'est évident même, c'est plus qu'évident. Et pour terminer avec l'Uruguay, on a cité les certitudes, il y en a beaucoup. Est-ce que, à part les blessures dont tu as parlé, est-ce qu'il reste quelques incertitudes encore à Monsieur Tabarez? Oui, la blessure principalement c'est Cáceres, qui est l'un des joueurs favoris du Maestro Tabarez, qui sera là s'il est sur une jambe et demie, il sera là. Mais c'est pas, il est vraiment blessé à l'heure actuelle, donc ce sera compliqué. Et au milieu, il reste 2 ou 3 places parmi les remplaçants, entre Valverde qui a été prêté à la Corogne mais qui joue pas beaucoup et qui est blessé aussi. Il y a ce qui fait que comme il est blessé, il y a Lucas Torreira de la Sampdoria qui s'est imposé dans l'équipe et qui a fait 2-3 bonnes rentrées. Mais c'est principalement sur le poste c'est des milieux et sur les postes de remplaçants. Parce que même en attaque, on sait que ce sera Maxi Gomez et Stuani de Gérone en Espagne qui seront là derrière les 2. Donc il y a vraiment beaucoup de certitudes. Les seuls
seuls doutes sont sur le milieu éventuellement en fonction des options que le maestro veut se laisser. Très bien, eh bien écoute, voilà, on cite beaucoup, enfin les médias ont tendance beaucoup à se focaliser sur les problèmes, il y a toujours des problèmes avant le mondial, quel que soit le pays, on n'est pas sûr, l'entraîneur ne sait pas où il va, bah là franchement, quand on regarde l'Uruguay, on peut avoir le sourire. Ils ont le potentiel qu'ils ont, mais en tout cas voilà une équipe qui sait où elle en est et qui sait où elle va. En l'occurrence, elle ira dans le groupe A de l'Égypte, de l'Arabie Saoudite et de la Russie. Quand on a vu la Russie, quand on n'a pas vu, très honnêtement, l'Arabie Saoudite, il va falloir que Qui a perdu contre la Belgique. Hein. Tous les adversaires de l'Uruguay se sont fait taper de mémoire. L'Arabie Saoudite, c'est 4-0 contre la Belgique. L'Égypte a fait un beau match contre le Portugal, ça j'ai regardé. Et puis aussi un beau match contre. J'ai regardé le deuxième match de l'Égypte, mais je ne sais plus contre qui c'était. Il me semblait qu'ils avaient perdu le deuxième match, même. Après, l'Égypte, à la rigueur, oui, je crois qu'ils l'ont perdu aussi, mais c'était pas moche. Mais enfin bon, l'Égypte peut être un peu la seule à taquiner, je pense, l'Uruguay, parce que la Russie. Bon, je ne parle pas de l'Arabie Saoudite, je ne les ai pas vus jouer, mais en tout cas, la Russie, on a vu. Ce sera le premier match à Yekaterinbourg le 15 juin. Ce sera contre l'Égypte. Ce sera contre l'Égypte, tout à fait. Voilà. Et bah écoute. On se dit à bientôt, Jérôme, pour retourner un petit peu sur le championnat. On parlera un peu du championnat. Quand tu veux. À très bientôt. Notre second bon élève des qualifiés Bola Latina, c'est ce bon vieux Brésil, qui retrouve enfin le statut qui doit être le sien. Et tout ça sans son Neymar, excusez du peu. O tico-tico tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tenta que se alimenta, que vai comer umas minhocas no fumar. O tico-tico tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tenta que se alimenta, que vai comer umas minhocas no fumar. Mas por favor, tire esse bicho do celeiro. Et parlons donc du Brésil. Vamos lá, galera. Et quand on parle Brésil, on en parle avec Marcelin Chamoin. Comment vas-tu, Marcelin ? Ça va et toi ? Ça va, parfaitement, écoute. Quoi de neuf du côté de Paris ? Pas grand-chose, on a vu le match hier, sinon ça va. Tu sais, je pensais à toi parce que juste après qu'on ait fait le podcast sur les Estadois et avoir dit que dans le championnat Paulista, il était très rare de ne pas voir des demi-finales avec les 4 gros. Il y a 3 sur 4 qui ont perdu leur premier match en quart de finale. Je me suis dit, c'est pas possible. Ils vont faire exprès pour nous contredire. Au final, ils sont tous là quand même. Ils sont tous là, et d'ailleurs, Palmeiras est en finale. Et on apprendra au moment où on enregistre, on verra ce soir qui de São Paulo ou Corinthians va accéder à la finale du Paulistão. Mais là, aujourd'hui, on est là pour parler de la Seleção qui a joué 2 matchs amicaux de préparation. L'un en Russie, contre la Russie, et l'autre contre l'Allemagne, en Allemagne, à Berlin. Un match qui avait une saveur de revanche, même si la revanche, elle sera là s'il y a vrai déculotté un jour pour les Brésiliens et dans une compétition officielle, parce que bon, ça reste un amical. Mais donc voilà, donc le match contre la Russie a été gagné 3-0. On va en discuter parce que c'est un peu les doigts dans le pif, mais est-ce que c'est dû à la faiblesse de la Russie? On peut en discuter. Et par contre, un match beaucoup plus convaincant face à l'Allemagne. En tout cas, puisque le fait le plus important de cette sélection, c'est que sur ces 2 matchs, elle a évolué sans son crack, sans Neymar. On peut d'ores et déjà penser que le Brésil n'est pas Neymar dépendant. Qu'est-ce que tu en dis ? Ouais, c'était l'une des interrogations qu'on pouvait avoir avec l'absence de Neymar. C'est vrai que sur les 2 matchs, on a vu qu'il pouvait faire sans, même si forcément il manque dans l'animation offensive. Je trouve qu'ils ont su jouer sans lui et finalement son absence n'a pas été vraiment remarquée. Alors le match contre la Russie, le match se débloque à partir de la seconde mi-temps. La Russie, enfin le Brésil ouvre le score par Miranda à la 53e minute, j'ai du mal à le dire, à la 53e minute, donc après le retour des vestiaires, puis la Russie craque en une dizaine de minutes et encaisse 3 buts, un but de Paulinho et puis un penalty de Coutinho. Mais la première mi-temps, si le Brésil n'a pas non plus été énormément en danger, il a concédé quelques occasions aux Russes, des occasions qui auraient largement pu faire but sans non plus être excessivement
inquiétant sur la surface russe. Qu'est-ce que tu en dis? Ouais, c'est vrai que la première mi-temps, c'était pas vraiment convaincant, mais après, c'est pas non plus inquiétant. C'est vrai que bon, l'adversaire est assez faible, mais bon, c'est un match amical, ça permet aussi de se préparer. Ouais, c'est vrai que le début était pas forcément vraiment bon, mais il n'y a pas vraiment de motif d'inquiétude par rapport à ce début de match. Mais le vrai test, comme tu le dis, hein, ce n'est qu'un amical et ce n'était que la Russie. Enfin, ce n'était que la Russie, les pauvres Russes, ils jouaient à domicile, on en parle comme ça. Mais le vrai test, c'était donc quelques jours plus tard, face à l'Allemagne, à Berlin, contre une Allemagne, alors qu'on écoute les commentateurs allemands, germanophiles, une Allemagne qui se cherche. J'ai trouvé d'ailleurs, puisque une fois n'est pas coutume, je n'ai pas streamé du tout, j'ai regardé de manière tout à fait légale un canal français pour suivre ce match, sinon un canal brésilien. Et j'ai été surpris un petit peu de voir des commentateurs français qui cherchaient un petit peu des excuses à cette équipe allemande qui, somme toute, j'ai trouvé, restait plus forte que le Brésil. S'est montrée plus forte, mais il y a un truc que j'ai trouvé très bon côté brésilien, c'est que contrairement à ce qui a pu être le cas avant, on aurait dit que là, ils assumaient d'être dominés. Ouais, je trouve ils ont vraiment fait un bon match, le Brésil. Ils ont su finalement avoir la maîtrise du jeu comment dire, je sais pas trop comment dire, mais ouais, c'était vraiment un bon match. Ils ont finalement pas été inquiétés par l'Allemagne. Ils ont su le gérer sur la longueur, sur les 90 minutes pour repartir avec la victoire, même si je pense qu'ils auraient pu essayer de vraiment tuer le match. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu non plus énormément d'occasions de leur côté. Et du coup, en fin de match, ils auraient pu se prendre un but et finalement concéder un nul alors qu'ils avaient tout pour gagner. Bon, ça n'a pas été le cas. Mais à part ça, c'est vrai que c'était vraiment convaincant de la part du Brésil. Moi, je pense que la notion que tu cherchais, c'est la gestion des temps forts et des temps faibles. Moi, c'est ce qui m'a le plus impressionné. Et c'est ce sur quoi pouvait pêcher le Brésil, surtout face à des grosses équipes avant. C'est-à-dire que, bon, voilà, quand le Brésil avait un temps fort, il avait un temps fort. Mais par contre, quand il avait un temps faible, c'est quelque chose qu'il ne savait absolument pas gérer. Là, c'est une équipe qui a su faire le dos rond au moment où les Allemands avaient le ballon et très bien fermer le jeu et attendre de ressortir tranquillement et les laisser passer l'orage et voilà, attraper ici ou là les 10 minutes qu'il fallait pour mettre la pression sur le but allemand. Et d'ailleurs, il y a 15-0 au final, hein, but de Gabriel Jesus en fin de première période, mais il y aurait pu avoir un score plus lourd. Les Allemands n'ont pas été excessivement dangereux. Selon toi, en l'absence de Neymar, il y a eu peu de tests, hein, soyons honnêtes. Hein, il a testé, il n'a rien testé. Il a testé son équipe type, hein, voilà. Enfin, en l'absence de Marquinhos, Thiago Silva était titulaire, mais voilà. Sinon, Jean Miranda est parti pour être titulaire, Dani Alves également, Marcelo également, Willian également, Paulinho, Casemiro, Gabriel Jesus. En revanche, c'est du côté Philippe Coutinho, Douglas Costa. Qui a gagné des points selon toi? Qui en a perdu? Je pense que Coutinho part quand même avec une petite avance, même si j'ai beaucoup aimé ce qu'a montré Douglas Costa sur ses matchs. Donc, ouais, il a, par sa facilité pour accélérer, pour remonter le ballon, c'est vrai qu'il a été intéressant. Après, il va être au même poste que Neymar, donc il va pas beaucoup jouer, mais ouais, voilà, s'il y a un titulaire ou un remplaçant, peut-être plus Coutinho, mais je trouve que Douglas Costa a marqué des points sur ces deux matchs. Enfin, en tout cas, dans le cœur du jeu, moi je note par contre que Renato Augusto a définitivement laissé sa place de titulaire à Paulinho, hein, qui revient très très bien avec Barcelone et qui d'ailleurs était déjà très bon en Chine, mais qui cette fois a assuré sa place de titulaire. Tu me diras, ça faisait un moment, mais voilà, cette fois j'ai l'impression que c'est comment on dit, c'est pas marbré, c'est inscrit dans le marbre. Voilà, que le cœur du jeu sera Casemiro ou euh, Paulinho et bon, voilà pour ce qui est voilà du milieu récupérateur. Ouais, bah, c'est surtout Fernandinho qui va du coup profiter de. Et Fernandinho, pardon, j'oubliais Fernandinho, tout à fait, excuse-moi. C'est surtout lui qui va profiter de, comment dire, de la disgrâce de Renato Augusto qui est en vacances en Chine. Et donc c'est vrai que ouais, je pense que
pour Tite, son choix est clair. Il a déjà son milieu avec Fernandinho et Paulinho un peu devant Casemiro. Oui, bah tu fais bien de me reprendre puisque ce n'est pas Paulinho que je cherchais, mais c'était Fernandinho, tout à fait. C'est Fernandinho qui profite de cette place sur le banc de Renato Gusto. Alors après, vacances en Chine, tu vas pas faire plaisir à notre ami Sébastien Lucas, mais ma foi. Et puis, puisque tu en Chine, bien sûr, le championnat a repris. Ah ouais, oui. pardon. Je pensais que c'était les vacances. Non. Le C'est pour ça que je championnat. disais vacances. Je pensais que ça jouait pas en ce moment. Je lis pas Hello. C'est pas très esprit lucarne opposé, tout ça. Enfin, en tout cas, tu l'as très bien prononcé. Hein, enfin, ça, j'en doute pas de toi, mais voilà, s'il y a des chroniqueurs ou des animateurs de radio ou de télé qui nous écoutent, ce n'est pas Tite, c'est Teach. Voilà, une bonne fois pour toutes. Après, il y a pas de mal si vous prononcez mal, mais voilà, c'est Teach, c'est pas Tite. Eh ben écoute, le prochain match, il y aura encore 2 matchs amicaux en juin, juste avant la compétition pour le Brésil. Un match contre une Croatie qui n'est pas forcément facile à manœuvrer, un match contre l'Autriche, qui est sûrement déjà un peu plus facile. Et je rappelle le groupe du Brésil qui est composé de la Suisse, du Costa Rica et de la Serbie. Pour terminer, pour le Brésil, est-ce que pour toi il reste des incertitudes? Moi, j'ai une petite incertitude sur Dani Alves. Vu sa saison à Paris, je le trouve pas très convaincant. Après, là, il va se mettre en mode Coupe du Monde, donc il va s'économiser, mais je trouve c'est un peu dangereux d'arriver à la Coupe du Monde avec une petite saison où on joue tranquillement pour attendre d'être au top à la Coupe du Monde. Ça sera pas forcément le cas. Et du coup, sur l'équipe titulaire, c'est celui qui me fait le plus peur, parce que sinon... que ça soit le milieu ou l'attaque aussi, je pense qu'il y a des joueurs vraiment talentueux et qui jouent aussi en équipe. Donc voilà, il y a une petite incertitude sur Dani Alves. Du coup, tu mettrais qui à la place? Fagner? Je sais pas, je mettrais peut-être quand même Dani Alves, mais je pense qu'il va me faire un peu peur pendant la Coupe du Monde. Après, il y a la caution Patevra que peut avoir Dani Alves. Pour le groupe, il reste, voilà, c'est un des doyens, si ce n'est le doyen d'ailleurs, et il reste extrêmement important mentalement, et ça peut faire tenir un groupe. Même si je suis d'accord avec toi, il n'a pas montré que de la sécurité sur ses dernières sorties parisiennes, et même d'ailleurs sur ses dernières sorties brésiliennes. C'était pas non plus extraordinaire ce qu'il nous a montré, notamment contre l'Allemagne, même si, enfin, il a fait le job, hein, mais on le sent de plus en plus fébrile défensivement, l'ami Dani. Eh bien écoute, on se retrouve, je te propose de se donner rendez-vous pour le début du Brasileirão. Oui, on peut faire ça, ouais, un petit bilan sur ce qui sera passé dans les championnats d'État, et puis pour bien attaquer la deuxième partie de saison qui sera aussi passionnante. Exactement. Ciao Marcelin. Salut à toi. Enfin, troisième et dernier chouchou de la classe, le Pérou, qui, sans son capitaine vedette Guerrero, semble rouler à l'euphorie depuis sa qualification. Un carburant sacrément efficace. Direction donc la Cordillera de los Andes au Pérou, du côté du Pérou, des fiers guerriers Incas, pour débriefer les matchs de préparation du Pérou, ma foi. Et quand on parle de Pérou, on parle de Romain Lambert. Comment vas-tu, Romain? Salut Simon, ouais écoute ça va bien, merci. Il fait beau du côté de Lima? Ouais, c'est l'été, on en profite encore. Là. Lima, qu'on le rappelle, hein, n'est pas une ville d'altitude, contrairement à ce qu'on entend énormément dire dans les médias français en ce moment, vu que le Pérou sera dans le groupe de la France. Non, Lima est au bord de la mer. Au bord de la mer, c'est ça. C'est cela. Et bien, ma foi, le Pérou qui surfait un petit peu toujours sur
sa qualification, on le rappelle donc au barrage contre la Nouvelle-Zélande. C'est une qualification assez aisée. Le Pérou qui évolue, on en avait parlé, sans son capitaine et numéro 9, Paulo Guerrero, la grande vedette, mais qui garde un groupe incroyablement solidaire et qui reste sur ses dernières performances et qui a fait le plein sur ces 2 matchs, puisqu'elle a rencontré la Croatie et l'Islande, des clients donc, et des mondialistes, et tout ça pour 2 victoires, 2-0 contre la Croatie et 3-1 contre l'Islande, avec 2 fois un 11 similaire, synonyme un petit peu de révision de gamme de la part des hommes de Gareca. Voilà, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est sans faute là pour le moment. Ouais, non, c'est plutôt pas mal. Là, en plus, du coup, ça fait 12 matchs sans défaite pour le Pérou. Donc, invaincu sur l'année civile 2017. Et je crois que la dernière défaite, c'était contre le Brésil fin 2016. Donc, c'est plutôt pas mal pour une équipe comme le Pérou qui a surtout l'habitude de souffrir généralement. Donc là, voilà, on respire un peu. Le Pérou, donc on le dit, a évolué 2 fois avec sensiblement le même 11. Est-ce que du coup on affirme des certitudes? Voilà, est-ce qu'on part avec des certitudes après ces 2 matchs du côté de Gareca? Oui, tout à fait. Là, en fait, c'est vraiment les joueurs qu'a mis Gareca, donc le 11 qu'il a mis contre ces 2 équipes. C'est vrai que c'était très similaire. Bon, il y a eu quelques petits changements, mais c'est vraiment au niveau de voilà, les titulaires qui étaient présents. C'est ce qu'on retrouvera au mondial. Après, il y a juste vraiment la tactique qui va changer. Mais là, en gros, c'est vrai que Gareca, il voulait tout de suite voir ce que cette équipe vaut contre des pays européens. Parce qu'évidemment, on a la France et le Danemark dans le groupe. Donc voilà, c'est pour se mesurer un peu au gros calibre européen, au football européen. Parce que bon, le Pérou a surtout l'habitude de jouer les éliminatoires sud-américaines, la Copa América. Donc bon, voilà, fallait un peu changer le registre et voir ce que ça vaut contre l'Europe, quoi. Et la seule inconnue, j'ai envie de te dire, c'est parce que là pour l'instant donc Ricardo Gareca a fait évoluer tout ça en 4-4-2 avec donc Farfan et Raúl Ruiz en Ouais. tête, en pointe pardon. La seule inconnue reste donc lequel des 2 sautera pour faire place au retour de Paulo Guerrero, parce que si Farfan est un gage d'expérience et de talent bien entendu, Raúl Ruiz il marche sur l'eau en ce moment depuis 2 saisons avec les Monarcas de Morelia et voilà, ça Ouais. cartonne. Oui, exactement, mais bon, moi je pense que ça va être Rui Diaz qui sera sur le banc parce que, comme tu dis, c'est vrai qu'il cartonne en club, mais il a jamais vraiment donné satisfaction en sélection, au contraire de Farfan, là, il est un peu sur un nuage sur ses derniers matchs. Il a la confiance de Gareca, et du coup, c'est vrai que Rui Diaz, ça sera un peu le super remplaçant en fait. Là, une fois que Paolo va reprendre sa place, Rui Diaz va reprendre sa place sur le banc du coup, et voilà, ça sera un peu le super sub du Pérou. Et bon, c'est plutôt pas mal, et c'est ça qui était intéressant aussi sur ces 2 matchs, c'est qu'on a une belle profondeur de banc finalement. On voit que c'est pas seulement, c'est vrai que le Pérou c'est pas des stars, c'est pas des stars comme ça empilées, mais c'est vraiment un collectif. Et ouais, on peut vraiment remplacer un joueur par l'autre, et la qualité va pas baisser, la qualité de jeu va pas forcément baisser, quoi. Très bien, le Pérou qui jouera donc encore 3 matchs de préparation juste avant le mondial, dans le mois qui précède leur match d'ouverture à eux. Il s'agira donc de Pérou-Écosse, de Pérou-Arabie Saoudite et de Pérou-Suède. Ouais. C'est un chouette programme, ça. Ouais, voilà, c'est pas mal. Encore des pays européens, hormis l'Arabie Saoudite. Mais c'est vrai que l'Écosse, ça va se passer à Lima, donc ça va être un peu le match d'adieu, un peu d'au revoir. Donc là, il y aura une grosse ambiance. On va essayer d'aller voir ça de plus près si on arrive à attraper des places. Mais je pense que ça va être une grosse ambiance. Ça va être le retour de Paolo et tout. Donc ça va être la fête à Lima avant le départ pour la Russie. Donc, et puis bon, ce sera les dernières révisions aussi. Donc j'espère que voilà, dans le 11, il n'y aura personne non plus qui va se blesser, parce que là, il reste encore du temps. Voilà, tous les joueurs retournent dans leur club. Il y a pas mal de matchs en club à disputer avant la Coupe du Monde. Donc bon, voilà, on espère vraiment, maintenant on touche du bois pour que cette équipe reste bien soudée, tous ensemble, sans blessure. Et voilà, puis pour commencer cette Coupe du Monde tant attendue
par le Pérou. Moi, je vais terminer sur une question. Elle concerne justement le retour de Paulo Guerrero, qui rate, mine de rien, ses derniers matchs, qui rate une certaine préparation. Et Mhm. l'équipe a montré que sans lui, qu'elle n'était pas forcément dépendante, que sans lui, elle se débrouillait Ouais. aussi très bien. D'autant plus que l'ami Paolo, qui doit purger, tu nous le rappelles, 6 mois de, c'est 6 mois Voilà. de, 6 mois de Ouais, suspension jusqu'à FIFA. C'est ouais. Jusqu'au 3 mai, je crois, Jus- officiellement voilà, le 3 mai. jusqu'au 3 mai. Donc, en plus de ça, ça veut dire, même s'il a été prolongé finalement par son club Flamengo de Rio de Janeiro au Brésil, Ouais. il va rater, il a raté déjà le début du championnat estadual. Il va le rater d'ailleurs dans son entièreté. Il va rater le début de championnat brésilien, Brasileirão. Est-ce que le risque n'est pas de voir un Paulo Guerrero arriver en méforme, arriver avec un manque de temps de jeu au mondial? Être un peu Oui, juste. ça, c'est sûr, oui, ça, je pense que tout le monde en est conscient, mais justement, en plus, c'est pour ça il reste encore trois amicaux à disputer, parce que à la base, c'était quatre, et ils en ont négocié un troisième, du coup, avec l'Arabie Saoudite, pour justement que Paolo puisse jouer 3 matchs avant le mondial. Donc, c'est vrai qu'il peut arriver un peu à court de forme, mais bon, il est parti en Argentine dans des centres sportifs pour s'entraîner à part avec un coach et tout. Donc ça, il perd pas la forme, il est toujours affûté. Mais c'est vrai qu'il manque de compétition, ça c'est certain. Donc, mais après, Paolo, ce qui est important, c'est vraiment aussi sa présence sur le terrain. Et c'est le capitaine, c'est l'idole. Et voilà, lui aussi, il transcende un peu l'équipe. Et donc, voilà, je pense que c'est important qu'il soit présent. Ça, c'est clair, c'est indéniable. Oui, c'est ce que j'allais dire. En effet, de toute façon, quoi qu'il arrive, Paolo, c'est un gage de charisme. Voilà, c'est un facteur Voilà, charisme exactement. non négligeable sur le terrain pour diriger ces 23 Inca. Merci beaucoup, Romain. On se Je t'en retrouve prie. la prochaine fois pour parler un petit peu du championnat péruvien, pour faire le point. Oui, avec plaisir, avec plaisir. Ça roule. Ciao, Romain. Ciao. Le ciel n'est pas aussi radieux pour tout le monde sur la planète Bola Latina. Rejoignons sans plus attendre le Costa Rica qui nous confirme que son statut de petit poucet lui manque. Olé olé, ponele corazón. Olé olé, la sed es mi pasión. Olé olé, ponele corazón. Olé olé, la sed es mi pasión. Y vámonos con los ticos. Et quand on dit les ticos, on rejoint notre chamois costaricain ou lisérois costaricain, comme vous voulez. Monsieur Grégory Chaboche, comment vas-tu, Greg? Eh ben, ça va très bien, merci beaucoup Simon et bonjour à tous. Bien remis de la défaite des brûleurs de loup en finale de Coupe Magnus contre cette grande équipe que sont les Dragons de Rouen. Bah ouais, écoute, j'ai découvert ce sport cette saison. Je me suis vraiment intéressé à ce sport cette saison et franchement j'ai pris mon pied, même si la finale s'est mal passée. Mais franchement j'ai pris mon pied, c'est un super sport, je le recommande à beaucoup d'entre vous et c'est tactiquement même très intéressant. On parlait, pour ceux qui n'avaient pas reconnu le nom de ces équipes, on parlait bien sûr de hockey sur glace. La Ligue Magnus étant le trophée national français, et les Dragons de Rouen se sont imposés en finale contre les Brûleurs de Loup. Ici, c'est Rouen qui a gagné, mais les Brûleurs de Loup sont aussi une grande équipe. C'est les deux plus grosses équipes un peu du championnat, historiquement. Mais là, on est parti pour parler de football. Sur la Latina, sur le carnet opposé, on parle de football, et en l'occurrence, avec toi, on parle des Ticos du Costa Rica, parce que là je l'ai fait à la brésilienne. Les Ticos de Costa Rica, donc qui jouaient 2 matchs amicaux, un peu comme tout le monde, qui ont joué l'Écosse et la Tunisie, qui se sont imposés contre l'Écosse d'un petit but 1-0 et qui ont perdu d'un petit but contre la Tunisie dans un match assez mouvementé. Les Costaricains restaient sur une mauvaise série, défaite contre le Panama, grosse défaite contre l'Espagne, on leur en voudra pas trop. Qu'est-ce que tu peux tirer comme enseignement de ces deux affrontements? On a vu du chaud et du froid. Le truc, c'est que tu as 2 compositions déjà de 11 de Oscar Ramirez qui se ressemblent relativement. Il y a quelques changements. Par exemple, Tereda qui rentre dans le milieu à la place de Guzman et Keldon Watson qui rentre à la place de Gonzalez dans la charnière défensive. Voilà, les deux seuls changements qu'il y a eu par rapport aux 11. Non, il y a Oviedo aussi. Il y a Oviedo à la place de Calvo. Voilà. Mais tu vois, il y a quelques ajustements, quelques changements. C'est pas forcément des tests. Il n'a pas fait une équipe type lors de l'Écosse et une équipe un peu bis, j'ai envie de dire, face à Tunisie. Non, il a gardé quand même une grosse ossature.
Et finalement, on s'aperçoit que, ben voilà, hein, comme je pense tous mes collègues de Bola Latina et même tous mes collègues du Costa Rica, personne peut avoir des certitudes avant le début du mondial. Hein. Même toi d'ailleurs, Simon, je pense avec ton Brésil, c'est très dur de tirer des vrais enseignements et des vraies certitudes avant à seulement même pas 4 mois de la Coupe du Monde. Donc voilà, ces matchs amicaux ne changeront rien. La défaite face à la Tunisie 1-0 ne changera pas forcément ce que je pensais du Costa Rica jusqu'à là, et la victoire face à l'Écosse non plus. Juste, cette équipe sera très 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 dure à battre, sera très dure à manier pour ses adversaires. Et une nouvelle fois, on constate qu'il y a deux choses qui sont prépondérantes à la réussite du Costa Rica. C'est que l'équipe d'en face prenne le jeu à son compte. Ça, c'est vraiment impératif, parce que le Costa Rica, avec son 4-5-1, son 5-4-1, pardon, n'est pas du tout là pour faire le jeu. Il ne produit presque aucun jeu. Et la deuxième raison et la deuxième chose qu'il faut absolument à ce Costa Rica pour réussir, pour vaincre, c'est l'envie, tout simplement. C'est le fighting spirit. Alors là, forcément, bon, contre l'Écosse et contre la Tunisie dans des matchs amicaux, on l'a pas forcément vu. T'as pas forcément une grosse envie. T'as des joueurs qui mettent pas forcément le pied. Donc voilà, il y avait pas ça. Donc même la défaite et la victoire peuvent rien tirer de concluant. Mais je pense qu'on verra un tout autre Costa Rica lors de la phase de poule. Tout simplement parce qu'il y aura l'envie et il y aura la détermination. De cette équipe pour passer au moins le premier tour. Mais ouais, une nouvelle fois, je pense qu'on peut pas forcément tirer de grosses informations. Tu as eu les débuts de Daniel Colindres avec les Ticos, qui était un attaquant de Deportivo Saprissa, qui évolue dans le championnat local, qui a été testé en ailier droit. Alors normalement, lui, c'est plus un numéro 9 de formation, il a 30 ans. Voilà, c'est compliqué. Il a quand même fait débuter aussi Josué Mitchell, qui est un attaquant, lui aussi de 30 ans, de Pérez Zeledon. Également au championnat. On en avait parlé, voilà, il l'avait déjà sélectionné. Il me semble que c'est toi qui en avais parlé dans les brefs de début de match, de début de podcast la semaine dernière. Et là, voilà, il l'a testé sur le match contre la Tunisie. Mais voilà, à part des débuts comme ça, tu peux pas retenir grand-chose de ces matchs amicaux en vrai. Pour le coup, tu parlais de ne pas avoir de certitude. En l'occurrence, je peux te dire que oui, le Brésil, surtout après ces deux derniers matchs, est plein de certitudes. Il y a peu d'incertitudes concernant le Brésil. J'ai fait un peu plus tôt l'Uruguay avec Jérôme. C'est pareil, c'est une équipe qui a énormément de certitudes. Le Costa Rica, tu me dis que le 11 a très peu changé et que Oscar Ramírez paraît comment dire, à peu près certain de ce qu'il va aligner lors de ses premiers matchs du mondial. On le rappelle, d'ailleurs, on parlait du Brésil, hein, le groupe de Costa Rica est formé du Brésil, de la Suisse et de la Serbie. Visiblement, il a déjà son équipe. Tu dis qu'il n'y a pas trop de certitude, mais on peut au moins tirer cet enseignement-là. C'est qu'il y aura donc son fameux 5-4-1, il y aura du Keylor Navas, il y aura du Brian Ruiz, il y aura du Tejeda, il y aura... Ah non, mais après, je pense que comme dans toutes les sélections, au jour d'aujourd'hui, je peux déjà coucher sur le papier 20 noms de joueurs qui seront présents en Russie. Ça, il n'y a pas de souci. Le système, on le connaît. La façon de jouer, on la connaît. Le style, on le connaît. Il n'y aura pas de changement sur ça. Les seules incertitudes que j'ai, c'est est-ce que le Costa Rica peut s'élever au niveau de la Serbie et de la Suisse, qui seront pour le coup, je pense, les principaux rivaux à la qualification en huitième de finale, parce que je pense que le Brésil sera au-dessus de la mêlée dans ce groupe. C'est ça la seule incertitude, c'est est-ce qu'ils vont arriver à élever leur niveau de jeu, parce que même dans la zone CONCACAF pour la qualification, tu les as pas vraiment vus élever leur niveau de jeu. Tu les as vus élever leur niveau de jeu une seule véritable fois contre les États-Unis, lors de la victoire d'ailleurs contre les États-Unis, et un match qui est devenu référence du coup pour le Costa Rica. Voilà, à part ce match-là, sinon tu les as jamais vus élever leur niveau. Moi, c'est surtout ça que je reproche à ce Costa Rica, mais j'ai l'impression que tu peux pas vraiment savoir le niveau de n'importe quelle sélection au jour d'aujourd'hui. Les matchs amicaux sont trop peu rythmés pour avoir une vraie idée du niveau de la sélection. Sur le 11, on a des certitudes, hein. Par exemple, Keylor Navas dans les cages, Gamboa, Oviedo, les latéraux. La charnière devrait être Gonzalez, Duarte, Kendall Watson. Borges va être titulaire, Celso Borges va être titulaire. Après, il faudra voir si c'est Tejeda ou Guzman. Je pense que ce sera plus Guzman. Brian Ruiz, tu l'as dit, à gauche, et Marcos Aurenia devant. Voilà, ça, t'es sûr de pas te tromper sur, là, je t'ai donné 9 noms sur 11. Après, il reste toujours certaines incertitudes. Qui va avoir le poste d'ailier droit?
Est-ce qu'on va avoir un retour de Joel Campbell? Est-ce que Christian Bolaños va se remettre de sa blessure à temps? Est-ce que physiquement il va revenir au niveau? Voilà. Sur ça, tu as quelques petites incertitudes, mais c'est pas le plus gros problème du Costa Rica. Très bien, et ben écoute, le Costa Rica, une équipe à réaction dont on attend toujours du coup qu'elle réagisse ces derniers temps. Le Costa Rica qui jouera dans le dernier mois de préparation au mondial, 3 amicaux, un match contre l'Irlande du Nord, un autre contre l'Angleterre et un dernier contre la Belgique avant d'attaquer le mondial par la Serbie, puis de jouer le Brésil et enfin la Suisse qui a joué le Panama en préparation justement au Costa Rica et qui a collé un 6-0 à un Panama qui refusait le jeu. Je ne sais pas si on doit s'inquiéter du côté costaricain. Juste, je pense que le Panama qu'on a pris 6 face à la Suisse, ça ne sera pas les mêmes ingrédients que le Panama a mis, que le Costa Rica vont mettre. Ce qu'il faut bien comprendre dans les matchs du Costa Rica, quand ils sont comme ça, pas en infériorité, mais comment je peux dire, au niveau de l'attente de tout le monde, on se dit le Costa Rica, ils vont se faire balayer parce que personne en général s'intéresse et parce que personne en général ne connaît cette sélection et du coup on les prend un peu de haut, mais à chaque fois ils arrivent à mettre un impact, le rythme, le bloc est haut, les latéraux font un travail exceptionnel, Marcos Orellana devant court dans tous les sens, le pressing est très intense, le bloc, encore je le répète encore une fois, n'est pas très très bas, mais il bouge beaucoup et le pressing et la ligne de récupération se trouve à peu près au niveau de la ligne médiane. Voilà, je pense pas que ce soit les mêmes ingrédients que le Panama ait pu mettre face à la Suisse, et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont pris une rouste. Après, je sais pas ce que tu en penses toi de ce groupe de ton point de vue brésilien, mais je pense que derrière le Brésil ça reste assez ouvert pour moi. Je pense que le Costa Rica, en l'état des choses, vu le groupe et l'expérience du groupe, peut tirer son épingle du jeu. Merci beaucoup Greg. Merci à toi Simon, et puis heureux d'avoir fait mon retour dans Bola Latina, puisque j'ai été vivement attaqué sur le fait d'avoir fait Culture Soccer avec mes amis Antoine et Anthony, donc heureux d'être de retour dans Bola Latina. C'était en interne, hein, c'était des boutades, parce que tu étais parti parler de la Copa CONCACAF. Et qui s'est mal passé. Tout à fait logique. Tu étais parti parler des joueurs costaricains en MLS. Mais tu vois, ça m'a. Ouais, pour le premier, effectivement, sur la CONCACAF Champions, ça m'a pas bien porté chance puisque Costa Rica est sorti dès le premier tour. Donc. Gageons que Bola Latina te porte plus chance au Ticos. Ciao Greg. Bonne soirée. Chez nos amis colombiens, la copie aurait pu être parfaite si cette première mi-temps face aux kangourous ne faisait pas grincer quelques dents. Un bilan qui, somme toute, reste positif. C'est du bon café, quoi. Débriefons ensemble donc ces matchs de préparation de la sélection colombienne de la Colombia. Et qu'on parle de Colombie. Sur le carnet opposé, on accueille Pierre Gerbeau. Comment vas-tu, Pedro? Salut Simon, ça va bien et toi? Ça va très très bien. Satisfait des 2 matchs? Écoute, ouais. Surtout un, non? Difficile, les deux en fait, pas forcément. Alors pour expliquer à nos éditeurs, donc rapidement, la Colombie a joué 2 matchs amicaux, l'un dont vous avez tous probablement entendu parler et regardé, il s'agit du match amical contre la France qui se jouait, nom de Dieu, c'était pas au Stade de France, c'était au Stade de France, c'était au Stade de France que la France a perdu 2-3 en ayant mené 2-0, un exploit pour la Colombie, vécu comme tel. Il ne me semble pas que la Colombie ait déjà gagné contre la France, ou c'était il y a très longtemps, et de toute manière, dans l'état des choses, remonter ces 2 buts à l'équipe de France pour finalement s'imposer, c'est quand même un sacré résultat, avant de jouer contre l'Australie à Fulham Craven Cottage à Londres, cette amicale contre les Sockers australiens avec une équipe un peu plus expérimentale. Tu vas nous en parler, mais revenons sur ce match contre la France qui a été vécu comme un véritable exploit. Ouais, vraiment. Enfin,
exploit dans le sens où on s'est dit que ouais, la Colombie allait gagner à l'extérieur chez un champion du monde. Et ça, c'est une vraie perte. Alors, pour la parenthèse, c'est la deuxième fois que la Colombie battait la France. La première, c'était en 93 contre une équipe A' de la France avec notamment Djorkaeff. Et la Colombie, donc ça avait gagné en Martinique 3-1. Et c'était juste avant la Coupe du Monde 94. Voilà. Mais pour le match de vendredi, effectivement, c'est ça qui fait que ça a été vu comme un exploit, c'est le fait d'aller gagner, de remonter 2 buts et surtout la manière. La deuxième mi-temps a été saluée en disant bah ouais, la Colombie qu'on a vue, c'est vraiment une Colombie de très haut niveau, c'est une Colombie qui peut prétendre à faire aussi bien qu'il y a 4 ans au Brésil, faire le quart de finale. C'est surtout ça qui a marqué les esprits. Ouais. On a vu la Colombie donc se réveiller, comme tu le dis, en deuxième période et remonter 1-2-0, notamment après un changement tactique, une espèce de replacement au milieu, de densification, on va dire, de l'entrejeu. Pour peut-être plus équilibrer l'équipe. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, c'est ça, parce que le mot que j'utiliserais, c'est rééquilibrage. Parce que pendant la première demi-heure, même la première mi-temps, la Colombie prenait des vagues et des vagues au milieu parce que Carlos Sanchez et surtout Abel Aguilar faisaient pas le taf. Donc à la mi-temps, les joueurs se sont parlé, Pekerman a parlé, il n'y a pas eu comme a fait Deschamps où il a vraiment gueulé. Là, ça s'est fait sans hausser la voix et tout. Il y a eu Matteo Uribe qui était sur le côté droit et qui est repassé tout simplement au milieu avec James qui a joué dans une position plus libre et qui lui convient pour moi beaucoup plus. Et donc ce milieu à 3 était beaucoup plus équilibré, il y a eu beaucoup plus de pressing et de toute façon c'est là où Matteo Uribe est le plus efficace. Et tu vois le but de l'égalisation, il va faire un pressing haut, il récupère la balle sur Kanté. Juste avant, t'avais Luis Muriel qui va chipper un ballon à Varane, qui peut la donner à Falcao et qui préfère la jouer tout seul. Donc t'as eu ce rééquilibrage qui a fait que le bloc a été plus solide, plus compact, moins d'espace entre les lignes et du coup ça a permis de faire des pressings hauts et efficaces pour aller chercher la balle dans le camp français et ça a permis de revenir et de passer devant à la fin avec une très bonne entrée d'Izquierdo aussi. Parce qu'il faut le dire que Pekerman a fait un bon coaching sur ce match, clairement. Après, il y avait énormément de choses testées lors de ces amicaux. Il y a eu énormément de changements, donc c'est toujours compliqué de juger une équipe à partir d'un moment où plus de 3 joueurs ont été modifiés. Mais en tout cas, satisfait de ce très bon résultat face au tricolore français, face au coq français, qui s'est fait un peu déplumer pour le coup, notamment dans la presse. Mais c'est une autre histoire, pardon. Donc, nous l'avons dit, l'Australie est partie à Londres, a traversé le Channel pour jouer contre l'Australie, avec une sélection un peu plus expérimentale, avec Wilmar Barrios, avec Carlos Bacca, une sorte de 4-4-2 avec Carlos Bacca et Falcao. Qu'est-ce qu'on peut penser de cette sélection, de cette composition un peu test de Pekerman? Oui, demi-test parce que ce qui a changé, c'est entre les 2 matchs, il a mis une autre charnière centrale avec Christian Zapata Murillo. Il a retesté Mojica qui n'était pas appelé depuis 2 ans. Le problème de cette sélection, c'est que c'était sa première mi-temps qui a été inexistante et notamment à cause de Bacca parce que Bacca était dans une position un peu bizarre parce qu'il était à la fois à côté de Falcao, il a essayé de dézonner beaucoup à gauche et ce qui fait que soit les 2 joueurs se marchaient dessus, soit tu trouvais pas Bacca et ça a été assez compliqué cette première période et donc tu as pas vraiment vu la Colombie. Il y a eu deux occasions, James qui a une frappe et Uribe qui est encore lui qui a fait une tête qui est passée juste à côté en début de match, mais sinon tu n'as pas vraiment vu la Colombie et ça a été beaucoup mieux après le repos quand Falcao est sorti et que Miguel Borja est rentré, où là les deux sont beaucoup plus compatibles et ont offert beaucoup plus de mouvements. Et la Colombie a été nettement plus dangereuse en deuxième période, ouais, ça c'est clair.
D'ailleurs, la Colombie aurait dû remporter ce match avec une efficacité. Ils auraient dû, si Miguel Borja, à défaut d'avoir été très actif, comme tu l'as dit, avait eu plus de réussites. La Colombie l'eût emporté face aux Soqueros qui jouaient un deuxième match éliminatoire après un de mes matchs de préparation en Coupe du Monde après un match contre la Norvège catastrophique pour les débuts de Bert van Marwijk, mais on en parlera dans la FC Corner avec notre ami Antoine. Que retiendrais-tu comme certitude, comme point positif de ces 2 matchs préparatoires? Les points positifs, c'est nettement la deuxième mi-temps sur le match de la France et la deuxième mi-temps sur le match d'Australie où la Colombie a été vraiment à un très très gros niveau. Le point aussi qui est important, c'est que par rapport à la Coupe du Monde, là, il y a un groupe qui s'est détaché. Et alors, Cuadrado va revenir. Cuadrado, Juan Guillermo Cuadrado, joueur de la Juve, était blessé, donc il n'était pas disponible, mais donc il devrait revenir. Celui qui a perdu gros, je te dirais, sur ces 2 matchs, c'est Cardona. Cardona, il n'est pas. J'ai entendu parfois qu'il était titulaire indiscutable de cette sélection. Pour moi, je peux rappeler un petit peu la petite histoire. Edwin Cardona a été sanctionné tu vas me rappeler le nombre de matchs. 5 matchs. 5 matchs FIFA, donc par là FIFA. Donc après avoir fait un geste complètement raciste d'ailleurs en singeant les yeux bridés des Asiatiques après un match contre la Corée du Sud. Pendant le match. Pendant le match, voilà, donc voilà, un geste pathétique. J'ai envie de te dire que si c'est le grand perdant, eh bien, grand bien lui fasse, ça lui fera réfléchir. Et quelles sont les incertitudes qui restent avant le dernier sprint, les derniers matchs de préparation qui resteront avant le mondial, avant la compétition? Les incertitudes, elles sont pas nombreuses. Il y a peut-être une incertitude au niveau du poste de gardien de but une incertitude dans le sens où à voir comment Ospina va arriver parce qu'il a encore fait une boulette. Après, les incertitudes, sinon, il y en a pas vraiment. Juste être capable de jouer 90 minutes et pas 45 ou 60. Ça va être quelque chose que la Colombie va devoir régler et être constant pendant tout un match. Après, vraiment, sinon, les incertitudes, non, il y en a pas tant que ça. David Sanchez a fait un bon match contre la France. Il a remporté tous ses duels aériens. Yeremina, il est là, quoi. Il a été aussi le patron. En deuxième mi-temps, la France a vraiment pas été dangereuse et c'est pas un hasard. Après, au milieu, Barrios est là. Carlos Sanchez, qui est la pierre angulaire de cette équipe, quand il y a quelqu'un pour faire le job avec lui, c'est solide. Mateus Uribe, c'est solide. James, on l'a vu, il a fait un bon match, que ce soit face à l'Australie ou face à la France. Falcao a marqué. Enfin, il y a vraiment sur cette équipe à l'heure actuelle, Voilà, un groupe qui est qui est sûr qui va en tout cas sûr de son fait avec les qualités et les défauts qu'il aura. Est-ce qu'il y a des matchs ils feront des matchs de préparation avant le mondial? Ouais. Là, alors la Colombie va partir faire un stage dans le centre d'entraînement du Milan AC. Milanello. Voilà, Milanello. Et ils ont un match amical prévu contre l'Égypte avant le mondial. L'Égypte, sûrement pour préparer le match contre le Sénégal, même si ils partagent la même confédération, c'est absolument pas le même profil. Mais enfin bon, en tout cas, voilà pour la Colombie, qui, je vous l'ai dit, partage son groupe avec le Sénégal, la Pologne et le Japon. Un groupe tout à fait à sa portée et un groupe très équilibré. Et merci beaucoup, Pedro. Je t'en prie, Simon. Et à la prochaine pour parler Colombie. Et oui, on reviendra sur la Liga Aguila un petit peu. Écoute, là, il y a des choses à dire. Surtout chez les gros. Très bien. Ciao, ciao. Ciao. Le dernier larron de notre bande de mondialistes latinos, c'est le Mexique de Diego Tonatiuh Calmar qui malheureusement n'a pu être disponible pour ce podcast. Alors succinctement, sans prétendre à l'expertise de Dieguito concernant El Tri, sachez qu'après une victoire probante 3-0 contre l'Islande, puis une défaite agaçante d'un petit but contre une Croatie bis,
le constat reste le même qu'il y a un an au moment de la Coupe des Confédérations. Ce Mexique, capable du pire comme du meilleur, est toujours en travaux. En atteste le nouveau turnover effectué par Osorio entre les deux matchs. 3 joueurs sur 11, en l'occurrence Héctor Moreno, Nico Araujo et Andrés Guardado, ont été alignés au départ de chacune des rencontres. Il reste donc au Mister Osorio 3 amicaux pré-compétition très nordiques, Galles, Écosse et Danemark, pour trouver un minimum de stabilité avant d'aller en Russie pour affronter la Corée du Sud, la Suède, mais surtout l'Allemagne. Et bien voilà pour ces matchs de préparation de la zone Bola Latina. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette 6e émission, n'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Bola Latina. Salut les amis!